Si le ministère de la Défense allemand devenait un être sensible et se tenait devant un miroir déformant de fêtes foraines, le même qui nous fait paraître terriblement grand, petit, mince ou gros. Le miroir montrerait le ministère de la Défense minutieux et méthodique dans sa planification et ses recherches lors d'investissements importants dans son armée. Cependant, cela n'est vrai que dans le monde du miroir. L'Eurohawk est aujourd'hui une controverse oubliée pour beaucoup, mais c'était une affaire importante en Allemagne parce que le projet était voué à l'échec dès le départ, et pourtant il a englouti une énorme partie du budget annuel de la défense de la superpuissance, pour littéralement aucun résultat concret. Ce drone de surveillance n'a absolument rien apporté à la sécurité nationale de l'Allemagne, et il n'est aujourd'hui qu'une pièce de musée. Pourtant, l'Eurohawk dérive du Global Hawk, un drone de surveillance réputé, utilisé mondialement durant des centaines de milliers d'heures. Connu à l'époque pour son endurance révolutionnaire et ses capacités de collecte de renseignements. Elles étaient jugées si cruciales que les États-Unis ont réduit le financement d'autres plateformes pour injecter davantage dans le programme Global Hawk. Alors, comment l'Allemagne a-t-elle réussi à transformer quelque chose d'aussi remarquable en l'une des pièces de musée les plus chères de tous les temps? Pour répondre à cette question, revenons au début, d'accord? La conception et l'objectif du Global Hawk. Dans les années 90, l'armée de l'air des États-Unis avait admis que le rôle ISTAR, regroupant renseignement, surveillance, acquisition d'objectifs et reconnaissance, pouvait se faire à distance. Plusieurs armées dans le monde avaient déjà testé cette idée bien avant. Par exemple, l'USAF avait développé le SD-2 Overseer Recon UAV à la fin des années 50, mais il n'a jamais été mis en service. Et l'URSS a développé le Yakovlev Pechela, qui, dans les grandes lignes, est très similaire aux drones modernes. Le programme Global Hawk, cependant, visait à créer une plateforme A-ISTAR pouvant être pilotée à distance, grimper à haute altitude, y rester longtemps et demeurer indétectable, ce qui permettrait d'opérer dans des espaces aériens fortement défendus. Le Dark Star de Lockheed Martin a perdu face au Global Hawk, qui l'a surpassé grâce à sa portée et son endurance supérieure, issue d'un design plus efficace. Le Global Hawk est, au moment de cet enregistrement, le plus grand UAV à la disposition de l'USAF, et ses ailes sont absolument gigantesques, ce qui est une caractéristique de conception très importante pour un UAV à longue endurance. Le Global Hawk moderne, le RQ-4B, a des ailes qui mesurent 130 pieds, soit 39,9 mètres, et son fuselage principal est presque 3 fois plus court, avec 47 pieds et 7 pouces, soit environ 14 mètres et demi. Les anciens modèles de Global Hawk, le RQ-4A, étaient légèrement plus courts, avec 44 pieds, soit 13,4 mètres, et une envergure de 116 pieds, soit 35,5 mètres. Cela signifie que le Global Hawk, quelle que soit la variante spécifique, possède un rapport d'aspect d'aile fantastique d'environ 25, ce qui est similaire aux planeurs militaires et aux avions conçus pour maximiser leur temps de vol libre sans utiliser de moteur. Un rapport d'aspect d'aile très élevé a un impact positif sur le rapport portant-soit-traîné et permet donc à un avion d'être aussi économe que possible en carburant. Pour une comparaison concrète, le Global Hawk a un rapport d'aspect d'aile d'environ 25 et un rapport portance-pas-traîné entre 33 et 34, tandis que le F-22 a un rapport d'aspect d'aile de 2,1 et un rapport portance-pas-traîné de 8,4 à des vitesses subsoniques. Pour faire simple, la physique dit que plus l'envergure est grande, plus l'endurance est élevée, mais plus la maniabilité est faible. A l'inverse, les avions de chasse ont donc des ailes bien plus courtes que la longueur de leur fuselage. Ils n'ont pas besoin de voler plus de 30 heures d'affilée, mais doivent de pouvoir réaliser des manœuvres impressionnantes. C'est pourquoi le F-22 peut éviter les missiles en approche avec facilité, à condition qu'ils soient réellement détectés, tandis que le Global Hawk est relativement facile à abattre. Les ailes sont également assez légères, car elles sont entièrement fabriquées en composite en fibre de carbone et résine époxy, mais elles sont suffisamment solides pour transporter environ 4 tonnes, soit 8800 livres de carburant stockés à l'intérieur. Une autre méthode pour optimiser l'efficacité du Global Hawk fut l'adoption d'une queue en V. Les queues en V sont assez rares dans le monde de l'aviation, l'exemple le plus célèbre étant bien sûr le légendaire Lockheed F-117 Nighthawk. Elles sont peu populaires car les queues en V ont peu d'utilité pratique aujourd'hui, les queues en T étant la norme. La queue en V du Global Hawk s'est révélée être le bon choix. Inclinée à 50 degrés, elle mesure 3 mètres et demi, soit un peu moins de 11 pieds et demi. Ce design a été choisi car 2 surfaces de queue sont plus légères que les 3 d'une queue en T, et une queue unique aurait nécessité un échappement plus lourd. La queue verticale favorise le contrôle directionnel grâce à son volume, mais l'objectif principal était de maximiser l'endurance du Global Hawk. En plus de son faible poids, une queue en V produit moins de traînées induites et parasites qu'une queue en T, et il était également dans l'intérêt du Global Hawk de générer le moins de traînées possible afin,
encore une fois, de rester en vol le plus longtemps possible. La queue en V était aussi judicieuse car elle évitait de mettre un stabilisateur vertical dans le flux d'échappement du moteur. Cela réduirait la poussée en perturbant l'écoulement et pourrait endommager la cellule avec le temps. Enfin, puisque les queues en V réduisent le nombre d'angles droits sur un avion, elles sont également meilleures pour la furtivité. Le moteur qui propulse le Global Hawk vers l'avant est un turboréacteur Rolls-Royce F137 RR F137 RR Cent qui a été initialement conçu pour les avions de ligne commerciaux. Mais il a également trouvé son utilité avec le Global Hawk, en raison de son rapport poussée-poids compris entre 4 et 5, le chiffre exact restant secret. À l'époque de la création du Global Hawk, c'était l'un des moteurs les plus efficaces à des altitudes dépassant 60 000 pieds. Le moteur pèse entre 600 et 1700 livres, soit environ 730 à 760 kg, et il peut générer une poussée de 7600 livres. Cela ne semble pas très impressionnant, car les moteurs des avions de chasse peuvent produire au moins 2 à 3 fois plus, mais ces moteurs pèsent aussi 2 fois plus lourd, et c'est justement ce que vous voulez éviter si vous recherchez l'endurance. D'ailleurs, ce n'a jamais été le rôle du Global Hawk de franchir le mur du son. En fait, le RQ-4B, la deuxième génération du Global Hawk, ne peut atteindre qu'une vitesse maximale de 391 miles, soit 629 km/h, tandis que sa vitesse de croisière est d'environ 90% de cette valeur. La première version du Global Hawk, le Block 10, pesait 6,7 tonnes, soit 14 800 livres, tandis que les versions ultérieures, les Blocs 20, 30 et 40, ne demandaient pas pourquoi ils n'ont pas simplement utilisé 1, 2, 3 et 4. Nous ne savons pas. Pèse 6,8 tonnes, soit seulement 50 livres de moins que 15 000. Cependant, il ne s'agit là que du poids à vide, car le Global Hawk peut embarquer 3000 livres supplémentaires, ou dans le cas des anciennes variantes, 2000 livres de plus. Ce chiffre ne fait cependant pas référence à l'armement, car le Global Hawk est un peu comme l'ONU, alors que des atrocités passées sous silence sont commises, simplement là pour observer, avec littéralement des tonnes de capteurs et de radars. Suite de capteurs. Être capable de savoir ce qui se passe à plus de 60 000 pieds sous vous, c'est ce qui fait la différence pour une plateforme I-Star. Les Global Hawks Block 10 et 20 ont les mêmes capteurs, mais les Block 20 plus grands et capables de transporter 1000 livres de plus ont reçu de meilleurs radars et capteurs. Les deux blocs disposaient d'un radar à ouverture synthétique et de capteurs électro-optiques et infrarouges. Un radar à ouverture synthétique, appelé SAR, est extrêmement important pour la cartographie du terrain, car il crée des reconstructions du paysage en 2D et en 3D. Bien qu'ils puissent être stationnaires, ils sont généralement montés sur des avions ou des engins spatiaux, car c'est le mouvement de l'antenne radar qui fournit les détails fins du terrain en dessous. Le radar à bord des Global Hawks est capable de couvrir jusqu'à 138 000 km² par jour en mode recherche, ce qui correspond à peu près à la taille du Tadjikistan. Ou, si vous cherchez une comparaison plus proche, le Global Hawk peut explorer l'ensemble de l'Angleterre et de Porto Rico en une journée. Le radar spécifique en question s'appelle le Hughes Integrated Surveillance and Reconnaissance, ou simplement HISR. Un modèle plus ancien et basique de ce radar équipait l'avion espion U-2 désormais jugé obsolète. Vous savez, celui qui a été au centre de plusieurs incidents, notamment lorsqu'il a été repéré et abattu au-dessus de l'URSS en 1960, ce qui a entraîné la capture du pilote, condamné à 3 ans de prison et 7 ans dans un goulag, des répercussions politiques mondiales et un film de Tom Hanks de 2015 à la précision historique discutable. Cet avion avait un excellent SAR, récemment mis à niveau selon les normes actuelles. C'est ainsi que nous avons obtenu le HISR. La deuxième fonction du radar est son mode indicateur de cible mobile, qui lui permet de balayer jusqu'à 15 000 km² par minute, soit l'équivalent de 3 fois la superficie de Trinité et Tobago par minute si on continue à utiliser les pays comme unité de mesure. Le mode MTI fournit aux opérateurs la position et la vitesse de la cible en temps réel. Le système électro-optique infrarouge de Raytheon associe une caméra optique à un capteur infrarouge, chacun pouvant compléter le SAR. La caméra optique était en réalité une caméra Kodak commerciale avec une résolution de 1024 par 1024, et la caméra infrarouge était un détecteur à l'antimonure de 640 par 480 pixels. On peut affirmer sans risque qu'aucune des deux n'était qualifiée pour scruter efficacement le sol à 20 km d'altitude. Pour remédier à cela, les ingénieurs ont accompagné les caméras IR et EO d'un télescope réflecteur fixe avec un séparateur de faisceau. Aucune des deux caméras n'ayant assez de pixels en largeur pour des images nettes en une seule exposition à cette distance, le télescope balaie le sol tandis qu'un miroir interne effectue un balayage inverse pour figer les images sur le capteur. L'image que reçoivent les opérateurs, qui peut leur indiquer où se trouve un convoi en mouvement ou un groupe de personnes au beau milieu de la nuit, est construite à partir de ces deux dispositifs de capture d'images distincts.
Le miroir du télescope se réinitialise 30 fois par seconde, bien plus vite qu'un battement de paupières. Le Global Hawk Block 30 a introduit un capteur ZGINT. ZGINT désigne le renseignement d'origine électromagnétique, principalement lié aux signaux des systèmes de communication et de surveillance militaire. Le capteur de renseignement électromagnétique des nouveaux Global Hawk détecte les structures de surveillance et de communication ennemies, informant ainsi le centre de commandement allié sur la taille et la structure de l'unité adverse. Avant d'évoquer le Block 40 où les capacités de surveillance du Global Hawk sont devenues impressionnantes mais aussi préoccupantes pour la vie privée et la liberté, il faut rappeler combien ce drone était déjà remarquable à son arrivée. Avant même son entrée en service officiel, le Global Hawk a été déployé en Afghanistan alors qu'il était encore en phase d'ingénierie et de fabrication pour la guerre contre le terrorisme. Là-bas, le système a permis d'identifier les combattants d'Al-Qaïda et des talibans et de fournir les informations pour les cibler. Il a fourni au commandant une connaissance de la situation de grande qualité, presque en temps réel, et la possibilité de suivre des cibles précises, permettant ainsi des frappes très précises. Le Global Hawk a prouvé sa valeur bien avant d'être un produit fini. Certains Global Hawk Block 20 étaient complètement retirés de leur rôle à ISTAR. Ils ont été réaménagés comme nœuds de communication aéroportés, devenant ainsi de grands routeurs volants sur le champ de bataille. C'était une grande responsabilité, car parfois ces Global Hawk étaient le seul lien entre les hommes au sol et leur commandement, ou un avion d'appui aérien rapproché. En transformant ces Global Hawk en nœuds de communication, les ingénieurs de Northrop Grumman ont démontré que leur conception est hautement modifiable. Le Global Hawk Block 40 incarne l'apogée de cette plateforme grâce à son système radar. Le bloc le plus récent a introduit le MPR-TIP, qui est un système radar modulaire à réseau actif à balayage électronique. Contrairement aux radars à balayage électronique passif, qui relèvent d'une technologie ancienne, les radars à réseau actif à balayage électronique, HAZAR, orientent les ondes radio sans déplacer physiquement leurs antennes. Ils peuvent diriger plusieurs faisceaux de différentes fréquences en même temps. Contrairement aux radars passifs, qui ne pouvaient émettre qu'un seul faisceau d'ondes à la fois, cela rend finalement l'avion plus furtif, car les émissions du radar sont beaucoup plus difficiles à détecter. Cependant, ce n'était pas le but principal de cette amélioration. La furtivité n'a jamais été un enjeu majeur pour le Global Hawk. Peut-être que c'était intentionnel, ou peut-être que cela a simplement été fait à la hâte pour aider dans la guerre contre le terrorisme, et on pensait que les talibans et Al-Qaïda n'étaient pas suffisamment équipés pour représenter une menace pour le Hawk. Quelle que soit la raison derrière cette décision, le résultat est une section efficace radar absolument énorme. Du moins comparée à celle des drones furtifs, ce qui a permis à l'Iran de repérer facilement un Global Hawk et de l'abattre en 2019. Le nouveau radar visait à améliorer la résolution et à suivre des cibles au sol tout en capturant des images fixes, ce que les versions précédentes ne permettaient pas. Le Global Hawk a acquis une solide réputation dans les années 2000. Il est devenu le premier appareil à traverser le Pacifique sans pilote et a établi le record de la plus longue distance parcourue par un drone, avec plus de 13 000 km. En 2010, il avait participé à plus de 1500 sorties, et en 2013, il avait accumulé plus de 100 000 heures de vol, dont les 3/4 au-dessus de zones de combat. Il a soutenu les équipes de secours après le séisme dévastateur au Japon en 2011, et une fois, il est resté en l'air pendant 32 heures et demie. C'était, si l'on ne devait juger que par son incroyable palmarès, un fantastique drone E-Star. Cependant, bien sûr, un aéronef ne se résume pas à ses seules performances. L'argent, comme souvent dans la vie, empêchait le Global Hawk de vraiment s'imposer comme un avion légendaire. Comme de nouveaux blocs sortirent des usines plus rapidement que les anciens Hawks ne devenaient obsolètes, les coûts unitaires étaient environ 25% supérieurs aux prévisions initiales en 2006. Cela s'est produit car il y avait tant de possibilités d'amélioration par rapport au Block 10 que les ingénieurs ne pouvaient les ignorer, sans compter certaines lacunes corrigées plus tard. Tous les Global Hawks Block 10 ont été retirés du service en 2011 pour une raison précise. Cela a entraîné une restructuration du programme et une réévaluation de l'investissement dans le Global Hawk, qui, en plus de nécessiter des mises à niveau constantes, présentait aussi des problèmes de fiabilité. Malgré leur rareté, des pannes aléatoires ont définitivement cloué au sol au moins 5 Global Hawks dans l'histoire de cet appareil. Dans son rapport sur la plateforme, l'ex-directeur des tests et évaluations opérationnelles du département de la Défense, James Michael Gilmore, a signalé certains problèmes. Il a indiqué que le Global Hawk peut effectuer 3 sorties hebdomadaires avec assez de pièces détachées, mais que c'est rare. En réalité, lors d'une exploitation continue, les Global Hawks atteignent en moyenne moins de la moitié des 55% de temps requis en station, ce qui signifie qu'ils sont plus souvent absents que disponibles.
Le rapport souligne qu'il s'agit surtout d'un problème logistique et non de plateforme, car le Global Hawk s'est retrouvé dans un cercle vicieux. Une panne critique survenait avant le décollage, et un Hawk était cloué au sol jusqu'à ce qu'il soit réparé, ce qui réduisait immédiatement la fiabilité au décollage et augmentait le besoin de pièces de rechange essentielles à la mission. Les pièces étaient consommées plus vite qu'elles n'étaient produites, car la maintenance du Global Hawk dépassait souvent les capacités de réparation de l'armée de l'air. Alors, une machine peut-elle vraiment être performante ou considérée comme essentielle à la mission si elle n'est disponible que moins d'un tiers du temps? Cette question, posée à juste titre, a ensuite reçu la réponse du secrétaire à la Défense, qui l'a jugée essentielle pour la sécurité nationale car, malgré ses problèmes de fiabilité, aucune alternative n'offrait les mêmes capacités à moindre coût. L'U-2 était la solution la plus comparable à l'époque, et il aurait coûté 220 milliards de dollars de plus par an pour mener les mêmes missions, tout en n'étant pas capable d'emporter les mêmes capteurs. Et alors que les États-Unis se battaient sur ce front particulier pour maintenir le Global Hawk en service, l'Allemagne s'est jointe à la partie et a décidé de compliquer les choses. Le fiasco de l'Eurohawk. Alors que le Global Hawk faisait ses preuves en Afghanistan, la marine allemande était coincée avec le Breguet 1150 Atlantique comme seul avion de surveillance électronique. Et l'idée de remplacer un gros vieil avion par un appareil plus récent, plus petit et doté d'une plus grande endurance était vraiment très tentante. En 2009, le tout premier exemplaire de l'Eurohawk est sorti de l'usine. Il semblait identique au Global Hawk. L'Allemagne allait bien sûr installer son propre ensemble de capteurs et le repeindre, mais en pratique, les deux drones étaient identiques. En 2011, alors que les États-Unis se demandaient s'il fallait abandonner toute la plateforme, le premier Eurohawk est arrivé en Allemagne pour être équipé du système de capteurs de renseignement électromagnétique et commencer les essais avant d'intégrer la marine. Qu'est-ce qui pourrait mal tourner, vous vous demandez peut-être? Eh bien, beaucoup de choses. Par exemple, il est tout à fait possible que le ministre de la Défense achète une plateforme qui ne peut légalement pas voler sur le continent européen en raison des réglementations de l'espace aérien. Thomas de Maizière, qui était l'homme derrière l'idée de l'Eurohawk, savait en 2011 que le fameux drone ne pourrait tout simplement pas être autorisé à voler dans le ciel européen. Mais cela ne l'a pas empêché d'investir 480 millions d'euros dans le projet, ce qui équivaut aujourd'hui à environ 668 millions d'euros, ou un peu plus en dollars. Ce serait bientôt une erreur désastreuse. Pour obtenir l'autorisation de décoller en Europe, un véhicule aérien sans pilote doit être capable de voler dans un espace aérien contrôlé en toute sécurité, aux côtés d'aéronefs pilotés. L'Eurohawk a échoué à cette condition de deux façons, car il n'était pas conforme à la norme STANAG 4671 de l'OTAN, l'exigence de navigabilité pour les systèmes d'aéronefs sans pilote. Tout d'abord, cet accord exige que absolument tous les aéronefs sans pilote survolant l'Europe, qu'ils soient militaires ou commerciaux, disposent d'une protection contre le givrage et d'un éclairage spécifique. L'Eurohawk ne possédait aucune de ces caractéristiques. Deuxième exigence, un système embarqué de détection et d'évitement, donc anti-collision, dont l'Eurohawk était aussi dépourvu. La seule façon pour l'Eurohawk de fonctionner était que l'Allemagne, ou tout autre pays dans lequel le drone volait, ferme une partie de son espace aérien à tout le trafic, garantissant ainsi la sécurité de tous. Ce n'était pas envisageable pour l'Allemagne, car ce pays d'Europe centrale compte souvent des milliers d'avions commerciaux dans son ciel. Cela a provoqué pas mal de remous dans la sphère politique allemande, car il est vite devenu évident que le ministre de la Défense était au courant de cela à l'avance. Le même ministre sera plus tard démis de ses fonctions au ministère de la Défense et nommé ministre de l'Intérieur pour des raisons politiques. Mais les horreurs étaient loin d'être terminées. Des essais en vol dans l'espace aérien restreint allemand ont révélé des problèmes de contrôle de vol que l'Allemagne n'a jamais résolus. Cela n'a cependant pas empêché l'Eurohawk d'établir un record d'endurance en volant pendant 25 heures dans l'espace aérien européen, ce qui constituait à l'époque le vol le plus long effectué par un drone en Europe. Après 2 ans, dont la majeure partie passée dans un hangar, il a été rapporté que mettre le drone dans un état certifiable coûterait plus de 600 millions d'euros, ce qui ferait grimper le prix total à plus d'1 milliard. Northrop Grumman devait aussi fournir des documents techniques pour permettre la certification de l'Eurohawk par l'Agence européenne de la sécurité aérienne, mais la société aurait refusé. 2 jours après ce rapport, le gouvernement allemand a rapidement mis fin au projet Eurohawk et l'a cloué au sol de façon permanente. Le coût total du projet au moment de son arrêt s'élevait à 562 millions d'euros. Je veux dire, ce n'est pas la fin du monde, n'est-ce pas ? Ce n'est que l'argent durement gagné de l'homme ordinaire qui part en fumée, et il existe d'autres plateformes certifiables sur le marché. L'un d'eux était le MQ-4C Triton, le petit frère du Global Hawk, plus jeune, plus cool et globalement meilleur.
Le ministère de la Défense, paniqué après l'annulation de l'Eurohawk en 2013, a envisagé le Triton et a signé un accord avec la marine américaine pour tester le système de surveillance allemand qu'il avait initialement développé pour l'Eurohawk. Le système est, au fait, vraiment, il s'appelle ISIS, ce qui signifie système intégré. Et ces tests avaient lieu en 2014, ce qui rend le nom soit extrêmement malheureux, soit un excellent exemple de pourquoi les sessions de réflexion sur le choix des noms sont nécessaires. On ne peut pas l'appeler ISIS. Intégrer ISIS dans les drones Triton coûterait environ 255 millions d'euros, mais ça, c'est juste la partie intégration. L'Allemagne devrait encore acheter les Tritons, et la marine américaine a donné une estimation d'environ 600 millions d'euros, soit 648 millions de dollars, pour 3 Tritons, sans taxe à l'importation ni droit de douane. Le Triton a finalement été abandonné à cause du coût, car la facture finale aurait été presque la même que si l'Allemagne avait réellement payé pour faire réadapter l'Eurohawk aux normes européennes. Après l'échec du Triton, l'Allemagne a complètement renoncé à utiliser un drone pour ses missions d'Istar et de patrouille maritime. À la place, en 2021, le pays a commandé le P-8 Poséidon de Boeing, un avion beaucoup plus grand, avec équipage. Il peut aussi mener des opérations anti-sous-marines et anti-surface en plus de son rôle d'ISAR, car il transporte torpilles, missiles anti-navires et autres armes. L'Allemagne a commandé 8 Poséidons pour 1,31 milliard de dollars, soit environ 1,5 milliard d'euros, ce qui signifie que la tentative de l'Allemagne de renforcer sa marine a coûté plus de 1,7 milliard d'euros ou 1,9 milliard de dollars. Corrigée de l'inflation, cette somme dépasse aujourd'hui 2 milliards de dollars. Donc, à peu près au même moment, l'Allemagne a décidé qu'elle voulait un modèle de conception nationale pour remplacer les 8 Poséidons à l'avenir, et c'est ainsi que le projet Pégase a été lancé. Signifiant système allemand de surveillance aérienne persistante, le programme est basé sur le jet d'affaires Bombardier Global, 6003 d'entre eux sont actuellement en cours de fabrication. Encore une fois, il ne s'agit pas d'un drone, mais d'un avion apparemment très performant, qui a suscité un vif intérêt de la part de la Royal Air Force. Le programme Pegasus coûtera cependant encore 1,54 milliard d'euros, soit 1,76 milliard de dollars, et ce sont précisément ces chiffres que les Allemands en ont assez d'entendre. Au total, sans tenir compte de la phase de test du Triton ni de la production potentielle du Pegasus, l'Allemagne aura déboursé 3,24 milliards d'euros, soit environ 3,66 milliards de dollars, pour remplacer une petite flotte de Breguet Aviation 1150 Atlantique Environ. 17% de cette somme a été gaspillée dans l'Eurohawk, le drone qui a à peine volé et qui est désormais une pièce permanente au musée d'histoire militaire de la Bundeswehr. 40% de cette valeur totale a été dépensée pour les Poséidon, une solution durable mais ni permanente ni indigène, et le reste a été investi dans le Pegasus, qui devrait enfin donner à la marine allemande ce qu'elle recherche depuis que George W. Bush était président. Peut-être que le pire, c'est que tout cela était inutile. L'OTAN utilise des Global Hawk depuis l'Italie depuis des années. Le même problème est survenu. L'Italie n'a pas pu le certifier apte au vol en raison de l'absence de protection contre le givrage, de certains feux et surtout du manque de systèmes de détection et d'évitement à bord. Alors, qu'a fait l'Italie ? Eh bien, elle a délivré une certification militaire et a simplement décidé de ne faire voler le drone que dans l'espace aérien réglementé. Et lorsqu'il doit traverser l'Europe, les autres pays créent un corridor pour lui. Cela s'est produit lors de l'initiative européenne de réassurance quand le Global Hawk a volé de Sicile vers les pays baltes 3 fois. Aucun incident ni accident n'a eu lieu car le drone empruntait un corridor sécurisé. Le parti politique allemand Die Linke a critiqué cela, avec Andrei Hunko, son responsable des affaires européennes, déclarant que le Global Hawk stationné en Italie finirait tôt ou tard par s'écraser. Mais au moment où nous écrivons ces lignes, le seul Global Hawk qui se soit jamais écrasé en Europe était celui appartenant à l'US Air Force. Il s'est écrasé au large des côtes espagnoles en 2018 et la cause était une fuite d'huile. Il ne s'est certainement pas écrasé contre un autre appareil. L'Allemagne a exigé une fonctionnalité très coûteuse uniquement pour éviter de restreindre occasionnellement son espace aérien. Et lorsque le programme a finalement été abandonné, il a emporté avec lui environ 16% des dépenses annuelles de défense de l'Allemagne. Certains États de l'OTAN ont dépensé 1,2 milliard d'euros pour 5 Global Hawks qu'ils utilisent librement au-dessus de l'Europe. Et pour enfoncer le dernier clou dans le cercueil de l'Eurohawk, l'Allemagne fait partie des pays qui participent à ce projet de l'OTAN et le financent. Merci d'avoir regardé.